Alors, il est 8 heures, on va commencer. Quelques petites informations. Alors, bienvenue à Connecter. C'est le webinaire qui répond aux questions les plus fréquemment posées par nos clients. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, quelques informations et quelques règles pour que tout se déroule très bien. Alors, on veut ça le plus interactif possible. Alors, on n'hésite pas à utiliser le clavardage si vous avez des questions. Il y a d'ailleurs une période de questions à la fin. Et assurez-vous que votre micro et votre caméra soient désactivés, évidemment, pour le bon déroulement de la chose. Et autrement, comme c'est une première pour FibreNord, on est évidemment très ouvert à vos commentaires, à vos suggestions. D'ailleurs, on va vous envoyer un mini sondage à la fin à tous les participants pour connaître ce que vous avez pensé de la formule. Donc, est-ce que c'est trop tôt le matin? Est-ce que c'est pas assez tôt le matin? Le sujet, le niveau, etc. Donc, on va vous envoyer ça. Parce que oui, on veut avoir d'autres webinaires aux 2 semaines, en fait. Dépendamment des questions que vous nous posez, on va faire d'autres webinaires environ une fréquence de 2 semaines. Alors, sans plus tarder, voici Pascal Allard, le directeur principal des ventes et de l'ingénierie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les VPN et le télétravail. Le top 7 des questions. Alors, on y va. À toi, Pascal. Merci beaucoup, Loïc. On m'entend bien? On t'entend très bien. Excellent. Donc, merci à tous de vous être joints. Comme Loïc l'a dit, là, on aimerait ça interactif. Donc, le rôle de Loïc va être de prendre les questions en chat et au fur et à mesure, c'est au bon moment, il va me la poser, puis on peut activer votre micro à ce moment-là pour le rendre interactif. Donc, je n'ai pas posé des questions durant. Ça se peut que Loïc choisisse de la garder pour la fin aussi. Il va attendre le bon moment, mais posez vos questions, puis on va le rendre interactif. Également, on met cette question pour tenir le sujet un peu, mais si vos questions sont en dehors, allez-y. Si je ne peux pas lui répondre, je vais le dire de façon très transparente. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce qu'un VPN? Le mot VPN, j'assume qu'il y a une compréhension en général si vous êtes ici, mais en même temps, pour amener tout le monde au même niveau, un mot VPN veut dire Virtual Private Network ou réseau privé virtuel. C'est dans l'objectif d'utiliser l'Internet comme réseau, mais le rendre très privé. Donc, il est virtuel parce qu'il est sur Internet, mais on le sécurise, on sécurise une communication sur l'Internet et on rend un réseau privé entre deux points sur l'Internet. Quels sont les 2 points? Ça pourrait être un de vous et moi, on sécurise le trafic entre. Ça pourrait être nous à une compagnie, disons Microsoft, quand on fait Office 365, c'est pas un VPN, mais on sécurise le trafic, mais on pourrait très bien faire un VPN, ou ça pourrait être entre un télétravailleur, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, et ses applications sur le web ou ses applications au bureau. Je vais principalement parler d'au bureau, mais également des applications sur le web. Question numéro 1, quels sont les scénarios, c'est principalement sur les travailleurs, quels sont les scénarios de télétravailleurs? Quelles questions dois-je absolument poser lorsque je souhaite adopter une solution de VPN? Pour les questions, je vais aller dans les télétravailleurs, puis je pense que ça va être de soi un peu là, quelles questions vous devez poser. Puis je vais aussi y revenir un petit peu à la fin, donc au travers de la période de questions-réponses que je fais, là, vous allez voir les questions à poser très bien. Donc, différents scénarios. Je suis un entrepreneur, j'ai un ou plusieurs bureaux ou endroits. J'ai des employés qui, avant la COVID, étaient au bureau. Peut-être quelques-uns travaillaient de la maison avec des VPN. Mais mes employés, ils sont mobiles, donc ils ont un laptop ou ils ont une tablette ou ils ont un téléphone mobile et ils doivent accéder à des ressources que je veux sécures qui sont localisées dans le périmètre corporatif. Quand je parle d'un périmètre corporatif, évidemment, selon les entreprises, ça peut varier. Il y a des petites entreprises et des très grandes. Je vais couvrir les deux scénarios. Mais c'est en gros là où vous avez vos serveurs avec vos logiciels de comptabilité, vos logiciels de suivi des ventes, de la production, des ERP, CRM, peut-être votre téléphonie. Donc, là où sont tous vos serveurs, et dans certains cas, c'est au bureau chef, dans certains cas, c'est dans un centre de données, et dans certains cas, c'est chez Google ou Microsoft ou Amazon ou d'autres fournisseurs. Donc, le but, c'est que mes employés accèdent des ressources qui sont localisées dans le périmètre corporatif.
Et j'ai deux sous-scénarios à ça. Un, uniquement des employés, uniquement avec des appareils supportant les VPN. On parle de PC, des Mac, des iPhones, des Android, donc Samsung ou autres. Et l'autre scénario, OK, donc, excusez, je n'allais pas dans mon flow. Donc, imaginez-vous que c'était le bureau originalement. Donc, avant que vous ayez dans ce scénario-là, c'est très dur d'avoir des travailleurs à la maison. En fait, vu qu'il n'est pas sécurisé, le modem noir qu'on voit, c'est un modem. Bon, il est écrit de Vidéotron. Je veux quand même spécifier que la présentation aujourd'hui est très générique et pas faite pour uniquement Fibre Noire ou Vidéotron. Là. Donc, que ce soit Bell, TELUS ou un autre, là, le modem, le scénario est vraiment le même. Le but, c'est de parler de télétravail et VPN, pas des services spécifiques. Donc, si vous étiez comme ça dans le passé, vous avez en passant un gros trou de sécurité. Donc, on voit vos serveurs en bas à droite, on voit vos travailleurs au bureau et il n'y a rien qui sécurise. Comptez pas sur votre provider Internet pour faire une très bonne sécurité. Donc, en théorie, le modem devrait avoir un coupe-feu. Une entreprise de 2-3 employés, c'est des coupe-feux de quelques centaines de dollars. Évidemment, si on parle d'entreprises de milliers d'employés, ça peut être jusqu'à quelques centaines de milliers de dollars. Donc, les coupe-feux varient beaucoup, mais c'est principalement leur capacité qui varie dans une même marque. Donc, le scénario de télétravailleur qu'on veut amener, c'est j'ai mes serveurs à l'entreprise, j'ai mon coupe-feu, j'ai mis un Fortinet présentement, mais il y en a une panoplie de marques sur le marché. Et je veux que mes gens à la maison puissent faire un VPN vers mes serveurs. Pourquoi? Pour que mes serveurs, contrairement au premier dessin, ne soient pas directement ouverts à l'Internet, que vous vous faites attaquer tous les jours. Donc, le firewall est essentiel pour bloquer. Vous en avez peut-être déjà un. Si vous en avez déjà un, peut-être que les scénarios que je vais parler peuvent être faits directement dans votre firewall ou coupe-feu. Si vous n'avez pas, ben, c'est d'en mettre un. Puis oui, évidemment, là, je dis qu'on ne vend pas nos services, mais évidemment, on peut faire ça pour plusieurs entreprises, pas tous, mais plusieurs entreprises. Les cas uniques, là, c'est à discuter avec les équipes de vente. Mais l'idée, c'est de mettre un coupe-feu. Et mon télétravailleur qui est à la maison, c'est tout ce qu'il a dans le scénario 1A, c'est un PC, un Mac, un Android ou un iPhone. Ben, il y a juste à downloader un petit client qui est compatible avec le coupe-feu. Dans le cas de Fortinet, il est gratuit. Dans le cas de Cisco, exemple, il faut le payer. Donc, selon le coupe-feu que vous avez, il peut y avoir un frais ou non. Puis, on le met dessus et ce qui se passe, le lien rouge pointillé ici, c'est l'Internet. Ben, toutes les données sont chiffrées, donc encryptées, afin que si quelqu'un les capture, il ne soit pas capable de les lire. Et le coupe-feu ici s'assure qu'uniquement ces données-là passent vers votre serveur. Donc, on a des règles de sécurité ici et on crée un VPN entre les deux. L'autre scénario, le 2A, est employé mobile avec aussi un téléphone IP physique. Donc, imaginez le scénario, vous avez un service de téléphonie IP ici, vous avez des téléphones dans votre bureau, vous envoyez l'employé à la maison, ben, il y a différents scénarios, puis on va en voir plus tard. Mais si je veux mettre, il y a une question spécifique sur la téléphonie un peu plus tard, mais si je veux mettre un téléphone ici, chez le télétravailleur, le téléphone, il y a deux scénarios encore là, selon votre téléphonie que vous avez. Peut-être que le téléphone peut se monter un VPN au même titre que le laptop. Et si le téléphone ne le supporte pas, alors il faut prendre un autre firewall, le mettre chez le client, et là, le téléphone va passer au travers du firewall. En mettant un coupe-feu chez votre employé, quand je dis le client, je veux dire l'employé, excusez-moi, en mettant le coupe-feu chez l'employé, dans ce cas-là, vous pouvez mettre des imprimantes, vous pouvez mettre du Wi-Fi, vous pouvez mettre plusieurs postes. Donc, si, exemple, vous avez un couple d'employés qui travaillent au bureau, mais si je mets un coupe-feu ici de la maison, je mets un coupe-feu ici, il va faire le lien rouge avec l'autre coupe-feu et les PC n'ont plus besoin de plugin. Tout ce qui est à la maison peut se rendre au bureau. Et évidemment, au bureau, je peux filtrer, m'assurer que
un fiston de 12 ans qui fait bien du gaming, lui, je ne vais pas le laisser passer parce que peut-être du contenu que j'aimerais pas sur son PC. Donc, je peux gérer la sécurité aussi à partir du bureau. Pour les très grandes entreprises, et là, si vous avez un seul site, là, quand je rentre dans ces scénarios-là, c'est sûr que c'est moins approprié pour vous, mais on a du monde de tous les gabarits aujourd'hui. Si vous avez un réseau, et j'écris fibre noire, mais il pourrait être un concurrent, c'est le même scénario, certainement moins rapide, mais c'est le même scénario, c'est plus une phase que d'autres choses, ne faites pas. Donc, si j'ai un réseau privé fourni par mon fournisseur de services, je veux dire fibre noire pour l'instant, eh bien, j'ai plusieurs sites de connectés sur mon réseau privé. Je n'ai pas besoin de faire VPN puisque j'ai déjà un réseau privé qui est probablement appelé MPLS ou SD-WAN souvent, mais appelons ça un réseau privé pour l'instant. J'ai un site avec un bureau chef où j'ai un accès Internet. Donc, ce site-ci a un accès vers l'Internet et tout le monde de mon réseau privé se rend à mon coupe-feu et ressort à l'Internet. Si j'ai un télétravailleur, excusez-moi, si j'ai un télétravailleur, il doit se rendre à mon coupe-feu pour faire le VPN. La solution que pas tous vos providers peuvent faire, mais la solution que Fibre Noire est capable de faire, c'est de vous amener un gateway VPN directement à notre point entre MPLS ou votre réseau privé et l'Internet. Donc, vos clients dans la maison, vos employés à la maison et vos partenaires ou vos clients qui doivent faire un VPN peuvent maintenant faire le VPN directement à votre réseau MPLS plutôt que de se rendre à votre coupe-feu et de revenir. Donc, on réduit la latence, on rend ça beaucoup plus rapide pour les gens qui sont à la maison. Est-ce que ça change de quoi dans leur travail? Là, ça dépend d'un cas à l'autre. Il y en a que cette rapidité-là n'est pas nécessaire, mais pour d'autres, c'est très important. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? On enlève beaucoup de taxes sur votre coupe-feu. Pourquoi que c'est important, cette taxe-là? Quand j'établis un coupe-feu, peu importe où, je choisis mon coupe-feu entre, je vais dire, 250 et quelques centaines de milliers de dollars, selon la capacité que j'ai besoin de faire de la sécurité sur mon réseau. Dans un cadre normal d'opération, que j'ai tous mes employés, que ce soit 10 ou que ce soit 10 000, j'ai tous mes employés à l'intérieur du périmètre. En ce cas-ci, le périmètre, c'est tous les sites. Dans le cas d'une entreprise avec un seul site qui aurait 10 employés, ce serait ça mon périmètre. Je choisis un coupe-feu et je vais payer pour la capacité que je dois prendre. Et souvent, cette décision-là est prise par un fournisseur de coupe-feu qui connaît votre situation actuelle, mais qui n'a pas nécessairement planifié si tous ces employés-là s'en vont à la maison, est-ce que la capacité va être encore bonne? Donc, si votre coupe-feu ne suffit plus à la tâche dans le périmètre, bien, vous pouvez le garder pour la sécurité et nous donner la fonction VPN. Et à ce moment-là, on ne taxe pas de façon supplémentaire votre coupe-feu. Il est encore très apte à continuer l'opération qu'il faisait, sécuriser vos serveurs, sécuriser le périmètre. Mais nous, à l'entrée du périmètre, on va amener les clients là, qui ont des VPN. Question numéro 2. J'arrête tout le temps entre les questions, laissez le temps de voir s'il y a des questions. Comment gère-t-on le DHCP dans le cas multisite? Oui, donc Philippe demande comment gère-t-on le DHCP dans le cas des multisites? Effectivement, c'est une bonne question et ce cas-là est relativement unique selon les cas. Donc, s'il y a un firewall ici, chacun des sites, en fait, le DHCP est fourni par un routeur qui est local. Donc, dans ce cas-ci, le DHCP, ça fournit une adresse IP, là, donc ça permet à chaque ordinateur de se connecter au réseau. Donc, chacun des sites locaux reçoit une adresse IP de son routeur local que Fibre Noire fournit dans ce cas-ci. Le réseau privé s'occupe de faire communiquer tout le monde ensemble. La même chose, celui-ci, avec les PC à la maison, va fournir une adresse IP sur le réseau privé, il va le connaître
Et ça, c'est tout géré par le service du fournisseur de service. Donc, c'est pareil pour tout le monde dans MPLS que je viens de dire, mais pas tout le monde a un gateway VPN là, comme nous ici, donc c'est pas nécessaire. Puis je dis pas qu'ils n'en ont pas non plus, là. C'est pas nécessairement vrai pour Bell, TELUS ou d'autres au Canada là, qui fournissent MPLS qui ont un gateway VPN. Question numéro 2. Depuis la COVID-19, mes employés travaillent de la maison et nous avons plusieurs problèmes de déconnexion lentaire. Nous avons une solution de sécurité, de l'Internet et un ou plusieurs serveurs localement qui ont toujours bien fonctionné auparavant. J'ai demandé à mon fournisseur informatique, à mon fournisseur d'Internet d'augmenter la bande passante, mais les problèmes subsistent. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est fréquent et Vidéotron a été le premier à le faire, Fibre Noire aussi, et nos concurrents ont pas mal tout suivi. Donc, on a permis, les fournisseurs d'Internet ont permis aux clients comme vous d'augmenter votre bande passante quand la COVID est arrivée pour une période temporaire. Donc, plusieurs clients ont fait cette démarche-là d'augmenter la bande passante. Et certains nous ont appelés, d'autres ont appelé des intégrateurs informatiques, d'autres continuent à chercher en ce moment comment ça se fait que j'augmente ma bande passante et mes problèmes persistent. Et c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps j'ai des problèmes, de temps en temps tout semble bien aller. Donc, on revient à deux scénarios possibles. Vous avez augmenté la bande passante, bravo, mais votre coupe-feu ne suffit pas à la tâche. Peut-être que votre coupe-feu suffit à la tâche, mais la capacité de chiffrement ou d'encryption de VPN de votre coupe-feu est atteinte. Je sors des spécifications, c'est très technique. Je vais vous amener directement sur les chiffres que je veux qu'on voit de firewall réel sur le marché. Donc, ici, c'est un modèle qui se vendait beaucoup il y a 2 ans de Fortinet. Il n'y a rien de mauvais sur le firewall. C'est quand on l'achète, il faut prendre conscience de ça. Et ce qu'on dit, la première ligne, firewall throughput, la capacité du firewall, c'est 2,5 gigabits par seconde, ce qui est assez énorme si tout ce que vous avez, c'est un lien standard de Bell, TELUS, Fibre Noire, Vidéotron, qui sont souvent, c'est un Internet de la maison. Mais là, je parle de l'Internet du bureau, là, spécifiquement. C'est un Internet du bureau, il est souvent 100 mégabits ou à peu près bidirectionnel. Il faut additionner les deux, ça fait 200 MB. Donc, sur papier, je dis mon firewall throughput, il est 2,5 gig. Il est 10 fois plus élevé que la capacité de mon lien, donc il n'y a aucun problème. Vrai, mais le jour où j'envoie mes USG à la maison, ils vont probablement, en fait, là, on a entouré un peu le mauvais, mais c'est la même donnée. C'est le SSL VPN Throughput qu'il faudrait regarder. Mais le firewall, il est capable d'encrypter 100 mégabits par seconde pour des USG à la maison. Donc, oui, il était un très bon firewall. Il faisait ma capacité extraordinaire, mais j'ai doublé ma bande passante. Donc, mon 2,5 n'est toujours pas un problème, mais si je fais toutes les sécurités possibles, mon 100 MB qui est rendu 200, bidirectionnel, donc 400, peut-être que je suis plus capable de faire cette sécurité-là et certainement, je suis plus capable de faire mes VPN. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, en fait, depuis longtemps. On augmente la bande passante, on ne passe pas à notre coupe-feu. Donc, ça, c'est une avenue et on regarde à peu près la même gamme de prix dans Fortinet encore aujourd'hui. La capacité, le nombre de clients est peut-être la même, mais le SSL Inspection, soudainement, est 300 MB au lieu de 100 MB. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de garder votre firewall, de changer votre firewall actuel pour le nouveau. Et ce que je montre là est autant vrai pour une entreprise si j'avais pris des firewalls je vais dire, disons, c'est fréquent dans la grande entreprise de payer 2 000 à 5 000 $. Ben oui, la capacité, au lieu de 100 mégabits de VPN, était peut-être de 500-600 dans le passé. Mais si vous avez doublé votre lien, puis qui était 300 mégabits, mais soudainement, il est plus suffisant. Donc, cette réalité-là est la même. On a un client qui a un Internet de 2 gigs. Donc, c'est très élevé. Il faisait sa sécurité, il était très heureux.
quand il a envoyé ces quelques centaines d'employés à la maison, ça ne fonctionnait plus parce qu'il n'y avait jamais eu de VPN de même. Et on l'a mis sur la sécurité centralisée que je parlais et ça a réglé son problème. Donc, il continue à faire sa sécurité. On devient un VPN Gateway. Il n'y en a plus de problème. Et si votre coupe-feu actuel dans une plus petite succursale doit être augmenté, on peut aussi gérer pour vous le firewall ou appeler votre fournisseur informatique pour le changer. Il est probablement là le problème. Donc, ça l'illustre un petit peu. Mon firewall qui était ici, il y avait une spec de 90 mégabits par seconde. J'avais 100 dans les deux sens. Ça fonctionnait en sécurité seulement. Mais le jour où j'amène mes télétravailleurs, ça fonctionne. Je veux que mon employé fasse de la téléphonie sur IP à partir de la maison. Quelles sont les possibilités qui me sont offertes? Je vais répondre de deux façons à celle-là. En général, c'est quoi les scénarios faisables? Puis dans cette même réponse-là, s'il y a des troubles de téléphonie, quand on fait de la téléphonie IP à la maison, dans les différents scénarios, comment je peux régler ces troubles-là ou améliorer la situation? L'autre que je réponds, parce qu'on a eu beaucoup de ces questions-là, c'est est-ce que Fibre Noire peut m'aider là-dedans? Est-ce que vous fournissez des solutions de téléphonie? Donc, je vais y répondre brièvement. Ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais on a su avant que c'était quelque chose de demandé. Donc, c'est quoi les différentes possibilités de façon générale, là, je parle vraiment en général, qui s'offrent à nous? Eh bien, un softphone sur un PC est très fonctionnel pour ceux qui en ont jamais utilisé. Un softphone peut ressembler tout simplement à ça ici. Donc, mon softphone ici me permet de signaler, je peux faire un appel, il n'y a aucun problème. C'est une marque 3CX, il y en a des centaines de marques. Je suis pas là pour vendre un versus un autre. Et le softphone peut être très, très évolué. Je peux voir le statut de tous mes collègues. Je peux aller dans certains cas, je peux voir je peux signaler directement à laisser un message, etc. Donc, Excuse-moi, Pascal, je pense que ce que tu partages à l'écran, on ne le voit pas actuellement. Là. Tu es en train de montrer une photo d'un téléphone? partager du contenu. Oui, en effet. Donc, je recommence. Je disais qu'un softphone, quand j'ai un softphone, peu importe la marque, là, c'est 3CX, c'est un logiciel téléphone qui va me faire parler un peu comme le WebEx aujourd'hui, mais uniquement parler. J'ai un numéro de téléphone à signer, je peux faire recevoir des appels. Dans mon cas, j'ai un casque d'écoute que je mets, puis je travaille là-dessus à la journée longue. Je n'ai pas besoin d'un téléphone physique. C'est très fonctionnel. Et souvent, les softphones, peu importe la marque, vont venir avec des outils plus élaborés que juste le petit signaleur que j'ai là. Et je peux regarder mes contacts, je peux signaler directement, envoyer un email ou directement le portable s'il a mis le portable. Donc, des softphones sont très fonctionnels en 2020. Pour ceux qui les ont utilisés, il y en a qui ont eu du trouble de qualité de voix, d'autres non. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, sachez que c'est très fonctionnel et très faisable. On peut aussi amener un appareil physique à la maison. Je peux prendre un téléphone IP du bureau, l'amener à la maison. Il y a des challenges à le faire fonctionner. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît un peu le réseau, peut-être vous. Là, je suis certain que certains d'entre vous sont capables, d'autres moins. L'appareil IP qu'on amène à la maison, encore là, il y a deux scénarios. Il y a des marques, je veux dire, comme Polycom, Cisco, qu'on peut souvent dans le modèle mettre un VPN. Donc, c'est exactement comme un PC. Je mets un petit plugin VPN dans mon téléphone. Il va se connecter au bureau de la même façon qu'un PC. À partir de là, je peux faire et recevoir des appels avec le bureau. Je peux forwarder tout simplement mon extension à mon cellulaire. Dans tous les cas, sauf le troisième, il y a des techniques pour améliorer la voix. Ça prend un expert pour faire ça. Peut-être que vous en êtes un. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi après. Je peux vous donner des outils. Là, et on a un petit white paper qui dit voici comment améliorer la voix sur IP. Bien sûr, si vous êtes au chalet, sur un lien sans fil, oubliez ça. Des fois, il n'y a rien à faire. Là. Donc, il y a certains cas qu'on peut juste pas l'améliorer. Sur les liens d'Internet résidentiels en général, ça va très bien.
sur le gateway VPN qu'on met à votre bureau, il y a des techniques pour améliorer aussi. Fibre Noire et Vidéotron offrent tous ces scénarios-là. Donc, si vous n'avez pas de téléphonie IP aujourd'hui, le message, c'est appelez votre représentant, on peut vous aider. Donc, l'idée, c'est de mettre, pour aider la voix, c'est de mettre une autre machine Fortinet ou un concurrent à la maison. Et là, on peut faire de la priorité de la voix. S'il y a un softphone ou un téléphone, ça fonctionne aussi. Question 4. Un VPN, est-ce fiable au niveau sécurité? Comment m'assurer d'être protégé? Existe-t-il des options pour augmenter la sécurité? Un VPN, ce qu'il fait entre les deux machines, donc du laptop, disons, au bureau, il encrypte la voix pour s'assurer que la communication, si elle est captée par quelqu'un, un hacker, il ne pourra pas, du moins facilement, mais c'est très, très difficile de savoir, de lire les données, les courriels qui ont passé, la téléphonie ou n'importe quoi. Par contre, un VPN nativement ne sécurise pas ce que vous faites sur le web ou entre votre session et le bureau. Donc, bien sûr, ici, on a un coupe-feu. Donc, quand on dit est-ce qu'il existe des options pour augmenter la sécurité, il y en existe 2, 3, je vais dire 3. Ici, on peut sécuriser ce qui se passe au travail. On pourrait aussi, comme politique d'entreprise, le plugin qu'on met sur le PC, d'exiger qu'il soit toujours allumé, sinon le PC ne fonctionne plus. Donc, dès que j'allume mon PC, il y a un VPN qui se monte avant que je me logue. Il est monté, mais je ne peux rien faire. Je mets mon nom d'usager, mon mot de passe, et soudainement, je suis connecté au bureau. Et là, du bureau, je pourrais filtrer tout ce qui va à l'Internet. Quand je vais à l'Internet, je passerai dans mon VPN, je ressortirai, et là, je sécurise ici. C'est un mode très fonctionnel. L'autre, si je ne veux pas faire ça, parce que je veux sortir à l'Internet directement, mon employé est à la maison, je le laisse faire ce qu'il veut sur Internet, je ne veux pas le contrôler, ben, ce serait une très bonne pratique de mettre un antivirus ou quelque chose de mieux qu'un antivirus. L'antivirus était très bon il y a quelques années, c'est plus assez pour protéger contre tout. On n'est pas là pour ça, mais il y a des EDR maintenant qui sont et antivirus et beaucoup mieux pour détecter et réparer ce qui se passe sur le PC. Donc, si vous mettez soit le EDR ou soit forcer le trafic à venir ici, puis sécuriser le trafic, absolument. Et c'est quelque chose que plusieurs intégrateurs peuvent vous aider, certainement on peut vous aider. Même chose pour les très grandes entreprises. Donc, je peux faire le même phénomène sur le PC vers notre gateway VPN là, entre votre périmètre et l'Internet. Je dis je, là, mais l'industrie peut. Une solution VPN est-elle automatiquement compatible avec tous mes appareils? La réponse, c'est non, pas automatiquement. Parce que là, on parle d'une solution VPN. Il y en existe des milliers sur le marché, donc jamais je vais dire automatiquement ça. Mais de façon générale, et certainement celle qu'on utilise chez Fibre Noire, c'est compatible sur PC, Mac, Android et excusez, là, je voulais dire les iPhones. Dans le bas. Donc, tout ce qui est communément utilisé, c'est là. De plus en plus, il y a même des liens web, donc c'est indépendant de la machine, on y va par le web. Quelles sont les différences entre une solution VPN et du Zero Trust Network Access? J'ai mis en parenthèse à la Zscaler, puis là, de ce temps-là, on a beaucoup de publicité. Vous avez dû l'entendre si vous écoutez les nouvelles. Pendant les nouvelles, ils font beaucoup de publicité. Une compagnie qui s'appelle NordVPN. Le Zero Trust Network Access est très utilisé par Zscaler, qui est un des leaders là-dedans. NordVPN n'utilise pas le terme, mais c'est similaire. Donc, quelles sont les différences entre ceux-là? Donc, ici, qu'est-ce qu'on faisait? On met un coupe-feu, tantôt je mettais le Fortinet chez le client et on sécurise. Alors qu'un Zscaler ou NordVPN dit, vous avez des gens qui sont mobiles, vous avez un bureau de chef, vous avez peut-être des succursales, vous avez peut-être des serveurs dans un centre donné, que vous soyez 5 employés ou 100 000, je vais quand même dire NordVPN s'adresse beaucoup plus aux 5 à 50 employés ou 100, et Zscaler beaucoup plus aux très grosses entreprises, mais les deux peuvent couvrir tout le monde. Donc, ici,
le message, si on ne sécurise plus tout, on l'envoie dans un réseau Zscaler. Donc, les données passent par Zscaler, elles sont sécurisées et là, il y a de l'accélération, puis il y a des techniques pour optimiser, d'aller aux différents, là, CNN, Google, LinkedIn, Office 365, etc. Donc, c'est une sécurité qui est très bonne, qui est très similaire à si je mets un coupe-feu ici. Sauf que si je mets un coupe-feu ici, tous mes télétravailleurs passent par le bureau et j'ai peut-être un seul point dans le monde. Si tous mes travailleurs sont au Québec, c'est très fonctionnel. Si ici, j'ai des travailleurs à Toronto, New York, en Chine, bien là, Zscaler, son réseau est mondial. Donc, je n'ai pas à tout rapatrier le trafic à Montréal, le sécuriser et l'envoyer. Donc, l'avantage de Zscaler, c'est vraiment quand mon monde se promène sur la planète, ou si j'ai des bureaux partout, bien, ayant des gateways partout, la sécurité est très locale à là où mes employés sont, alors que dans un périmètre d'entreprise, j'ai souvent une seule sortie Internet, une seule sécurité. Zscaler dit on est partout dans le monde, c'est très petit. Effectivement, ils sont partout dans le monde, mais si ici, je rapatrie tout à mon bureau, je veux dire, mettons, de Laval, pour le sécuriser puis l'envoyer, Zscaler au Canada, il rapatrie tout à Toronto. Donc, il va vous amener un délai naturel. Donc, c'est très tentant. Puis, en passant, on est partenaire Zscaler. Donc, on offre ces solutions-là. C'est en preuve de concept présentement. Mais on est rendu là. Dans quelques mois, ça va être une offre très commune. Donc, j'ai rien contre Zscaler. Je dis juste que si vous rapatriez en VPN votre trafic à votre bureau chef et vous l'envoyez sur Internet, c'est peut-être même plus efficace que d'aller à Toronto dans le cas de Zscaler avant d'aller sur Internet. C'est tout ce que je dis. Donc, certaines différences, je ne les lirai pas toutes, ce serait très long, donc je vais vous laisser une minute, là, puis s'il y a des questions, posez-moi-les là, dessus. Mais ça donne, j'ai essayé de comparer un NordVPN, un Zscaler, puis la sécurité centralisée fibre noire. Notre sécurité centralisée, là où je disais tantôt, on met un VPN gateway devant le périmètre versus les autres solutions. Clairement, je vais quand même vous focuser sur une chose. L'encryption est similaire pour tous. La sécurité par identité, ça, c'est Pascal Allard qui travaille, je lui donne des règles de sécurité. Zscaler est très fort là-dedans, notre solution aussi. NordVPN, on ne les revend pas, je ne les connais pas assez, c'est pour ça que je ne dis pas publiciser. Nulle part sur leur site web, ils parlent de ça. L'analytique de behavior, c'est d'essayer de trouver un hacker, donc pas juste bloquer ou laisser passer, d'avoir des règles, de comprendre comment un hacker travaille et le trouver. C'est clairement des forces de notre solution, celle de Zscaler. Ça ne semble pas l'être de NordVPN. Le gateway multiple dans le monde, NordVPN, ne publie pas où sont leurs gateways. Il dit juste j'en ai beaucoup au Canada. Quand je les teste, c'est 24 millisecondes. Donc, c'est clairement pas très, très proche. Google est à 13 millisecondes sur mon PC. Là, donc, mais je ne sais pas son où. Au niveau simplicité, ils sont toutes très simples. Donc, ici, il y a une erreur, je n'ai pas de support. Voici ce qu'un softphone fait, il fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de support fibre noire pour NordVPN, c'est une erreur. Excusez. Mes applications sont dans le nuage, ai-je besoin d'une solution VPN? La réponse, ça dépend c'est quoi vos applications. Donc, là, il y a beaucoup de discussions à avoir. Exemple, si je fais du Office 365, c'est déjà encrypté, je n'ai pas besoin de VPN pour aller là, mon télétravailleur va fonctionner. Si en conjonction à ça, j'ai une offre de téléphonie IP nuagique, de fibre noire ou de nos concurrents, une offre nuagique, pas besoin de VPN pour ça, ça va fonctionner à la maison. Si j'ai un softphone de ma téléphonie IP de chez nous, de mon bureau, pas besoin de VPN pour ça non plus. Par contre, dans tous les scénarios, vous avez besoin de sécurité. Donc, peut-être pas de VPN, mais peut-être de sécurité. Et là, votre sécurité, c'est soit un logiciel EDR que je ne parlerai pas parce que c'est très long. Là, on va probablement avoir une autre session juste sur les EDR. Donc, soit un logiciel qui est la nouvelle génération d'antivirus, on va dire ça de même sur votre PC, soit un Zscaler, soit une sécurité centralisée comme la nôtre,
soit un NordVPN, peu importe quoi, mais vous devez sécuriser votre PC face à vos applications nuagiques, mais pas besoin d'une solution VPN. Donc, d'être 100% en nuage rend le télétravailleur très, très facile. C'est pas vrai que toutes nos entreprises au Québec sont rendues là. En fait, probablement 95% des entreprises ne sont pas 100% nuagiques. Donc, on a encore besoin des solutions VPN télétravailleurs. Mais une entreprise qui serait rendue 100% nuagique, il faut encore sécuriser le bureau chef, les succursales et les PC. C'est une très bonne pratique d'affaires car les hackers ont trouvé les moyens de hacker dans ces situations-là. Ça faisait le tour, je crois que c'est ça. Ça faisait le tour. Moi, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les questions présentement, mais là, il doit les voir. Oui, effectivement, on a eu une question de Mick Morin tantôt à la question 2. Donc, si tu peux te remémorer un peu ce que tu avais à la question 2. Donc, par rapport au VPN, mon firewall est sur l'entrée Internet du MPLS. C'est un MPLS avec nous, fibre noire. Mais un VPN fibre noire, où va se situer l'entrée vers le MPLS? Puis, quel serait mon avantage de faire ce changement? Ouais. Donc, je vais prendre le dessin du bas, là, vous voyez le dessin? Oui, on voit le dessin. OK. Donc, votre Internet est ici. OK? Donc, on a le réseau MPLS ici. Nous, sur le lien qui est ici, on vous livre le trafic privé d'entreprise MPLS et on vous livre une autre adresse IP pour l'Internet, puis vous avez votre firewall. Vous pouvez très bien prendre vos clients ici, puis bon, si c'est un Fortinet, le firewall, ça va être un FortiClient, mais si c'est d'autres choses, ça va être un autre client, là. Peu importe, vous pouvez très bien mettre le petit logiciel ici, comme en haut. Oui, ça passe par Internet physiquement, mais il va se rendre à votre firewall, vous le gérez, puis c'est parfait. La question est, si je prends le gateway VPN de fibre noire, où va être ma sortie Internet? Je prends le scénario où votre PC ici, vous forcez à ce que 100% du trafic passe par le VPN. Donc, il n'y a rien qui va sortir sur Internet de son PC. Il va aller par VPN. Il va venir dans notre gateway VPN que souvent, j'ai aussi dit sécurité centralisée parce que la réalité, c'est un coupe-feu de nouvelle génération. On a à Montréal, Toronto, Vancouver et New York. Donc, on n'est pas partout dans le monde comme Zscaler. Puis on ne sera probablement jamais, mais on est quand même très distribué à côté des peering points. Il est physiquement à côté de tout notre peering. Donc, c'est vraiment comme ici, sur ce firewall, sur le gros routeur de peering, on est connecté à 480 voisins. Il y a TELUS, Bell, Vidéotron, Google, Amazon, Microsoft, je n'irai pas toute la liste. Mais donc, nous, on termine le VPN et on est physiquement à côté de l'Internet. Donc, on peut soit remettre le trafic sur votre nuage MPLS directement au peering point. Dans un tel cas, il ne pourra pas sortir à l'Internet localement. Pour sortir, il va aller à votre coupe-feu et revenir. Parce qu'il faut sécuriser son trafic avant de le sortir. Ou on va, mais en le mettant directement ici, par contre, il va aller à votre téléphonie IP, il va aller à Amazon, il va aller à toutes vos applications directement sans aller à votre coupe-feu. On peut aussi dire pour ces gens-là ou pour certains de leur trafic, on va sortir directement à l'Internet. Dans un tel cas, on va allumer la sécurité du gateway. Ça répond. On a des clients, quand ce coupe-feu-là arrive en fin de vie, ça coûte très cher un coupe-feu, donc ils aiment l'amortir jusqu'au bout. Mais quand il faut renouveler la licence de sécurité qui est très chère annuellement, ils l'éteignent et ils nous transfèrent la sécurité parce que ça revient beaucoup moins dispendieux. Dans un tel cas, s'il n'y a plus de coupe-feu là, c'est très simple, on l'amène, on le met sur un PLS, on le ressort directement et on le sécurise entièrement ici. Souvent, le coupe-feu va être conservé, mais sans la licence annuelle, juste pour sécuriser les serveurs locaux un peu plus. Le coupe-feu du client, puis nous, on sécurise tout ce qui est entre l'Internet et vous. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Mick. Si jamais tu as d'autres questions, tu peux nous joindre après, par la suite, sans problème. Autrement, on a une question de Mathieu qui se demande si on a un white paper pour diagnostiquer les problèmes de VPN. Non, pas vraiment. Pas vraiment. On a un white paper, on va dire en devenir, mais il serait prêt là, sur comment optimiser la voix sur IP, mais pas sur diagnostiquer les problèmes de VPN. Mais le plus gros problème de VPN qu'il y a, quand il y a des troubles aléatoires, dès que vous voyez des troubles aléatoires, ça fonctionne ou pas, c'est soit votre lien Internet
qui c'est de plus en plus rare là, dans les régions qui a un Internet commun, je vais dire ça de même. C'est sûr que si on est un Internet sans fil en campagne, là, ça arrive, il y a des troubles aléatoires. Mais exemple, moi ici, là, je suis sur un Internet de Vidéotron bien standard, puis il n'y en a pas de problème. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est votre coupe-feu qui est presque tout le temps, presque, je dirais presque 100% du temps, c'est votre coupe-feu qui est ici. Excusez, j'ai mis à le rejoindre, qui est votre problème, presque tout le temps. Et votre coupe-feu n'a juste pas assez de processeurs VPN. C'est très, très taxant pour un coupe-feu d'encrypter et de chiffrer et déchiffrer les paquets en temps réel. Et les coupe-feux qui le font mieux, c'est ceux qui ont un processeur dédié à ça. Donc, chaque fois que vous avez un coupe-feu open source, que vous avez une boîte, là, vous voyez, là, votre fournisseur, il a mis une petite boîte très vanille, puis il met un coupe-feu Linux dessus. Là. Il y en a beaucoup des fournisseurs de téléphonie IP qui font ça parce que c'est facile avec ça de mettre les règles, les conditions gagnantes pour faire de la bonne voie sur IP. C'est extraordinaire, c'est pas cher, mais ça n'a pas de processeur de chiffrement ou de déchiffrement. Alors que les coupe-feux un peu plus dispendieux, bien, ont un processeur dédié à ça. Par exemple, Fortinet, les machines que je montrais tantôt, le processeur de coupe-feu n'est pas le même que celui qui chiffre. Donc, c'est sûr que c'est plus efficace. Également, question encore de Mathieu. Il voulait savoir c'est quoi la technologie qui est utilisée pour le VPN Gateway. Oui. Donc, là, on parle de MPLS. La technologie qui est utilisée ici, à notre peering point, là où on connecte à plusieurs fournisseurs de services Internet mondiaux. Le coupe-feu qu'on met là, c'est une paire de Fortinet très performante. C'est beaucoup plus dispendieuse que ce qu'on mettrait, là, exemple, sur un réseau MPLS ici. Le prix n'a pas d'importance, mais le point, c'est que on peut virtualiser des environnements pour chacun des clients. Vous avez l'air d'avoir votre propre coupe-feu. On peut faire la co-gestion. Fortinet appelle ça des virtual domains de sécurité. Mais même en virtualisant ceux-ci, ce n'est pas des serveurs virtualisés, c'est du hardware Fortinet. Pourquoi? Parce qu'on voulait les processeurs de chiffrement, déchiffrement. Donc, même si on vous donne un domaine à vous, vous avez l'avantage d'avoir des processeurs pour différentes fonctions. Et on le relie à votre Active Directory. C'est un environnement dédié. C'est comme avoir votre propre coupe-feu au périmètre directement au pairing point. L'objectif, c'est de baisser le coût beaucoup, vous permettre d'avoir avantage de tous les meilleurs avancements de sécurité, de ne plus se soucier de le mettre à jour, etc. Et de baisser beaucoup la latence puisqu'on est local et de l'offrir à nos différents peering points. Donc, si vous avez des employés à travers le Canada ou des bureaux, ben, on en a à nos différents peering points à travers le Canada. Et l'autre avantage, c'est que demain matin, vous faites une acquisition, vous avez 30 nouveaux sites pour augmenter l'Internet. Ben, nous, la passer de 200 MB à 3 GB, au point de là, le coupe-feu est tellement puissant, ce n'est pas un problème. Donc, on peut vous donner de la capacité Internet et de coupe-feu sur demande. Vous pourriez la prendre aussi, vous avez un événement, vous devez augmenter l'Internet de 200 à 2 GB et le sécuriser pour 2 semaines. On l'augmente, on le rebaisse. Après 2 semaines, vous payez votre capacité de 2 semaines et vous passez à d'autres choses. Donc, c'est très similaire à ce qu'un Zscaler va vous offrir, mais vraiment porté pour les clients qui ont un périmètre de sécurité SD-WAN ou MPLS ou hybride. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Là. Pascal, je t'invite à regarder aussi dans ton clavardage parce que des fois, il y a des questions qui t'arrivent et non à moi. Moi, je n'en ai plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il semblerait que non. Alors, on peut conclure le... Et là, moi, j'en vois, là, Ah, t'envoies. effectivement. Vas-y. Est-ce que l'encryption IKEV2 est très sécuritaire? Est-ce qu'il existe mieux? Je n'ai pas cette réponse-là. Donc, si M. Maheu, on a votre réponse, là, votre email, on va vous l'envoyer. Désolé. Je crois que c'est tout pour les questions pour l'instant. En as-tu d'autres, Pascal?
Non, ben vous voyez probablement mes questions. Là, je l'ai mis affiché si quelqu'un la pose. Enfin, sinon, ben, pour conclure, en fait, là, on vous rappelle, en fait, là, puis tu peux aller vers les dernières slides du PowerPoint, Pascal, s'il te plaît, vu que tu es en contrôle. Là. En fait, vraiment, là, de notre côté, là, c'est ce qui conclut le premier webinaire de Fibre Noire. Alors, si vous avez des questions, je vous invite simplement à aller sur notre site web dans la section Nous joindre ou contacter votre directeur de compte si vous avez d'autres questions. On vous rappelle qu'on est vraiment ouvert aux suggestions. Là, c'est une première pour nous. Donc, on n'hésite pas à nous dire quel sujet que vous aimeriez qu'on aborde pour le prochain webinaire qui sera dans 2 semaines. On n'a pas une date encore exacte, mais on va la faire paraître. Autrement, ben, on va vous envoyer un mini questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de la formule, c'est-à-dire l'heure, est-ce que c'était trop tôt, le sujet, le niveau, etc. Alors, ben, de la part de Pascal Allard et de moi-même, on vous remercie d'avoir été présent. Ça a été très instructif, j'espère, pour vous. Et ben, au prochain webinaire dans 2 semaines. Merci beaucoup.